Imaginez, une seule idée, une idée tellement puissante qu'elle change à jamais notre façon de voir le monde. Eh bien, en 1859, c'est exactement ce qui s'est passé. Un naturaliste anglais, Charles Darwin, publie un livre qui va tout faire basculer. Fini l'idée d'une nature bienveillante, créée pour nous. D'un coup, l'humanité n'est plus au sommet de la création, mais juste une branche parmi d'autres sur l'immense arbre de la vie. Alors ensemble, on va explorer qui était cet homme et comment son idée a absolument tout changé. Quand on pense à Darwin, on a tout de suite cette image en tête, n'est-ce pas? Le vieux sage, la grande barbe blanche, le patriarche de la science. Mais attention, l'idée révolutionnaire, la vraie, elle ne vient pas de lui. Non, elle a germé dans l'esprit de ce jeune homme, un aventurier, un naturaliste plein de curiosité, sur le point de s'embarquer pour le voyage de sa vie. Pour vraiment comprendre la théorie, il faut mettre de côté l'image du sage. Il faut d'abord rencontrer l'explorateur. Ok, alors, oublions la barbe pour un instant. Revenons en arrière. Le jeune Charles Darwin, à l'époque, il se préparait à devenir pasteur. C'était son chemin, en quelque sorte. Mais sa vraie passion, son truc à lui, c'était l'histoire naturelle, les plantes, les animaux, les fossiles. Et c'est justement cette passion qui va le lancer dans une aventure qui va non seulement changer sa propre vie, mais aussi notre compréhension de tout le monde vivant. Alors voilà le topo. En 1831, Darwin a 23 ans. Il embarque sur le HMS Beagle pour ce qui devait être une simple expédition de cartographie de 2 ans. Sauf que le voyage a duré 5 ans. Et ces 3 années de rab, elles ont tout changé. Elles lui ont donné la chose la plus précieuse pour un scientifique, du temps. Le temps d'observer, de collectionner des spécimens et surtout le temps de penser. De penser loin, très loin de toutes les certitudes de la bonne vieille Angleterre. Et ça, c'est vraiment un point clé. Darwin ne part pas en se disant « je vais trouver la théorie de l'évolution ». Pas du tout. Il part la tête pleine de questions. Et son voyage va se transformer en une sorte de gigantesque puzzle à l'échelle mondiale. Chaque nouvelle escale, chaque nouvelle île, c'est une nouvelle pièce qui s'ajoute. Un nouvel indice qui le force à tout remettre en question, tout ce qu'il croyait savoir. Regardons un peu ce périple. C'est fou, non? 5 ans. 5 ans à faire le tour du monde. L'Amérique du Sud, les îles du Pacifique, l'Australie. Chaque nouvel endroit était comme un nouveau monde à découvrir. Il a exploré la jungle amazonienne, traversé les plaines arides de Patagonie, arpenté des îles volcaniques perdues au milieu nulle part. Et partout, il a été confronté à une diversité de vie, mais vraiment absolument stupéfiante. L'une des toutes premières grosses pièces de ce puzzle, il la trouve en Patagonie. Là-bas, il met au jour des fossiles de créatures énormes, comme ce glyptodon. Et là, c'est le choc. La bête ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais en version géante, au petit tatou qui court juste à côté de lui. La question commence alors à le hanter, vraiment. Pourquoi est-ce qu'un animal éteint ressemblerait à ce point à un animal vivant qui vit exactement au même endroit? Et cette question, elle ne va plus le lâcher. Parce que, réfléchissons-y, si toutes les espèces ont été créées une bonne fois pour toutes sans jamais changer, alors cette ressemblance, c'est juste une coïncidence incroyable, presque absurde. Mais, et si? Et si les espèces étaient connectées? Si le petit atout d'aujourd'hui était d'une manière ou d'une autre un descendant de ce géant du passé? C'est là que l'idée d'une histoire de famille, d'un lien de parenté à travers les âges, commence doucement à germer. Ensuite, il y a l'escale qui va tout changer, les îles Galapagos. Là-bas, c'est la même idée, mais en puissance 10. Sur cet archipel, chaque île a sa propre version des tortues, sa propre version des pinsons. Elles se ressemblent toutes, on voit bien qu'elles sont de la même famille, mais chacune est unique, parfaitement adaptée à son petit bout de rocher. C'était comme si la nature lui montrait en direct, sous ses yeux, le processus de fabrication de nouvelles espèces, une île à la fois. Et toutes ces observations, toutes ces pièces du puzzle finissent par converger vers ce moment. Une fois rentré en Angleterre, dans l'intimité de son carnet, Darwin griffonne ce dessin. Ce n'est pas juste un croquis, c'est une bombe. Une idée radicale. Toutes les formes de vie sont connectées, comme les branches d'un arbre immense. Elles viennent toutes d'un même tronc, d'un ancêtre commun. Et au-dessus de ce dessin, elle note juste 2 petits mots. En anglais, I think. Je pense. La révolution a commencé. Bon, dessiner cet arbre de vie, c'est une intuition de génie. Mais ça ne répond pas à la question la plus importante. Comment ça marche? Quel est le moteur de ce changement? Comment est-ce qu'une espèce peut, concrètement, se transformer en une autre au fil du temps? Pour trouver la réponse, Darwin va travailler pendant 20 ans. 20 ans pour mettre au point un mécanisme d'une simplicité et d'une puissance redoutable, la sélection naturelle. En fait, la logique de Darwin est presque d'une simplicité enfantine. Elle tient en 3 points, 3 observations que tout le monde peut faire. Primo, la variation. Regardez n'importe quel groupe d'animaux ou même d'humains, on est tous un peu différents. Deuxio, la surproduction. La nature, elle fait toujours plus de bébés qu'il n'y a de place pour eux, plus qu'il ne peut en survivre. Et donc, tertio, et c'est la conséquence logique, la sélection.
Ceux qui, par le plus grand des hasards, ont une petite différence qui leur donne un avantage, même minuscule, ont un peu plus de chances de survivre et surtout de faire des petits à leur tour. Et voilà, c'est ça la sélection naturelle. Alors je sais, ça peut sembler un peu abstrait dit comme ça. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret. Un exemple que Darwin lui-même n'aurait jamais pu connaître, mais qui illustre parfaitement sa théorie. Comment les moustiques font pour devenir résistants à nos insecticides. Et là, attention, il y a un point absolument crucial à comprendre. Ce n'est pas le moustique individuellement qui évolue. Un moustique ne se dit pas un matin « Tiens, je vais devenir résistant ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tout se passe au niveau de la population, du groupe. Au début, on a de la variation, c'est la base. Par pur hasard, quelques moustiques naissent avec une résistance naturelle. Puis vient la pression de sélection. On pulvérise l'insecticide, qui tue la plupart d'entre eux. Qui survit? Les résistants bien sûr. Et que font-ils? Ils se reproduisent et transmettent ce trait de résistance à leurs enfants. Le résultat, c'est que la génération d'après, elle compte beaucoup plus de moustiques résistants. Ça, c'est l'évolution en action. C'est l'adaptation. Sauf que l'idée de la survie du plus apte ne colle pas toujours, elle n'explique pas tout. Parce que parfois, la nature produit des trucs qui ont l'air d'être des handicaps énormes, des choses qui semblent complètement aller contre la survie. Et ce paradoxe, il a obligé Darwin à creuser plus loin et à découvrir une deuxième grande force qui façonne l'évolution, une force au moins aussi puissante que la survie. C'est un point très important. Quand on entend Darwin parler de lutte pour l'existence, on imagine tout de suite des lions qui chassent des gazelles à combat à mort. Mais pour lui, c'était beaucoup plus large que ça. Une plante dans le désert qui se bat pour la moindre goutte d'eau, elle est aussi en pleine lutte. Parce qu'au bout du compte, le jeu de l'évolution, ce n'est pas juste de rester en vie. Le vrai but, c'est de laisser une descendance. La survie, ce n'est qu'un moyen pour y arriver. La vraie victoire, c'est la reproduction. L'exemple classique pour comprendre ça, c'est celui de la girafe. Avant Darwin, il y avait un autre scientifique, Lamarck. Pour lui, c'était simple. La girafe s'étire le cou pour manger les feuilles en hauteur. À force de s'étirer, son cou s'allonge un peu et elle transmet ce cou un peu plus long à ses enfants. C'est l'effort qui paie, en quelque sorte. Darwin, lui, voit les choses complètement différemment. Pour lui, dans un troupeau, il y a des girafes qui naissent, par avare, avec un cou un peu plus long que les autres. Celles-là mangent mieux, donc elles survivent mieux, et elles ont plus de bébés qui hériteront de leur long cou. La grande différence, c'est que la nature ne crée pas activement le changement, elle se contente de sélectionner parmi les variations qui existent déjà. Et ça nous amène directement au problème du paon. Pensez-y 2 secondes. La queue du paon, c'est un fardeau incroyable. C'est lourd, ça l'empêche de voler correctement, et ça crie « Venez me manger » à tous les prédateurs du coin. En termes de survie, c'est une catastrophe. Alors la question à 1 million, pourquoi cette queue existe-t-elle? C'est en se posant cette question que Darwin a développé sa deuxième grande idée, la sélection sexuelle. Cette sélection sexuelle, elle fonctionne de 2 manières. D'un côté, on a la compétition pure et dure. Les mâles se battent comme des cerfs avec leur bois, et le plus fort gagne le droit de s'accoupler. Simple, efficace. Mais il y a une autre facette, le choix. Et là, ce sont les femelles qui décident. La queue du paon, en réalité, ce n'est pas un handicap, c'est un panneau publicitaire géant. C'est comme si le paon disait « Hey, regardez-moi, je suis tellement en forme, tellement en bonne santé, que je peux me permettre de traîner ce truc énorme et de survivre quand même. » Et d'un coup, le désir, la séduction, ça devient une force d'évolution aussi puissante, voire plus, que la simple survie. Il faut bien se rendre compte que Darwin a gardé tout ça pour lui pendant plus de 20 ans. 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que ce qu'il avait découvert, ce n'était pas juste une petite théorie de plus. C'était une bombe. Une idée qui allait faire trembler les fondations de la société de son époque. Cette chronologie le montre bien. Il prend son temps, n'est-ce pas? 20 ans à peaufiner, à rassembler des preuves, à bétonner son argumentation. Et puis, soudain, en 1858, tout bascule. Il reçoit une lettre d'un jeune naturaliste, un certain Alfred Russel Wallace. Et dans cette lettre, venant de l'autre bout du monde, il y a la même idée. Wallace, tout seul dans son coin, est arrivé à la même conclusion. C'est l'électrochoc. Pour ne pas perdre la paternité de sa théorie, Darwin se dépêche et 1 an plus tard, il publie enfin son grand œuvre, L'origine des espèces. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour Darwin, sa théorie n'avait rien de sombre ou de triste. Au contraire, il y voyait une source d'émerveillement infini. Il suffit de lire la toute dernière phrase de son livre pour le comprendre. Pour lui, ce n'était pas une façon de réduire la vie à un simple mécanisme. C'était une manière de révéler toute la grandeur, toute la beauté incroyable et dynamique du monde vivant. Au final, la théorie de Darwin, ce n'est pas juste une vieille histoire qu'on trouve dans les livres. Non, c'est quelque chose qui se passe en ce moment même, sous nos yeux, tous les jours. On le voit avec les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, avec les virus qui mutent. On le voit partout, dans l'incroyable diversité de la vie qui nous entoure. L'idée de Darwin, elle ne nous a pas seulement expliqué d'où on vient, elle nous donne les clés pour comprendre où la vie est en train d'aller, ici et maintenant. Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Si on regarde bien, où d'autre peut-on voir l'évolution en pleine action aujourd'hui ?